Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous parler du sport ce soir. Moi, c'est Ibrahim Bamba. Dans le cadre de votre émission Sport Diapason, nous recevons ce soir un spécialiste du football qui a joué dans les années 80 au niveau du CO Boisflé. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter d'abord l'émission à travers ses différents titres. Retenez que ce soir, nous débattrons exclusivement sur la Coupe d'Europe qui vient de finir il y a de cela 2 semaines et nous reviendrons dessus pour vous donner tous les détails, parler de cette fameuse finale qui a opposé l'Italie à l'Espagne avec le sac de cette équipe espagnole. Et au passage, nous parlerons aussi de cette finale de la NBA sur le plan international, surtout au niveau des États-Unis, où LeBron James est rentré dans la légende du basketball américain. Et sur le plan national, nous débattrons aussi de certains sujets très importants tels que la Super Division. Et aussi, on parlera d'autres disciplines sportives qui ont animé notre sport national. Et sans plus tarder, nous allons commencer l'émission à travers ces différents titres. Le premier titre d'abord, c'est la Coupe d'Europe. Mais avant de commencer à parler de la Coupe d'Europe, je vais saluer mon invité, Ibrahim Koné, qui est un spécialiste en la matière. Et il est aussi le premier responsable de l'équipe ivoirienne de New York. C'est un grand connaisseur du football. Merci. Bonsoir Ibrahim Koné. Bonsoir Ibrahim, comment ça va Bamba? Ça va bien. Ouais. Ah, ça fait 2 Ibrahim, hein? Ibrahim Koné, Ibrahim Bamba. Ça, c'est Ibrahim est le dénominateur commun. Bon, on va essayer d'animer cette émission, cette belle émission des sports diapason. Donc la première question qui me revient en tête, cette victoire de l'Espagne, comment vous la voyez? Est-ce qu'elle était méritée? Ouais, je dirais qu'elle est méritée. Parce que le classement depuis le début de la finale, voilà, quand j'ai vu le classement, il n'y avait pas d'avancante typique. Donc Del Bosque, l'entraîneur espagnol, est venu avec 6 milieux de terrain, plus la défense. On s'est demandé, mais où est, comment s'appelle, Fernando Torres, qui est d'habitude l'avancante, mais il est venu avec 6 milieux de terrain, avec sa stratégie, créer la supériorité numérique dans le milieu de terrain, posséder le ballon un peu plus, faire courir l'Italie, faire sentir à Pirlo ses 33 ans. Et c'est ce qui s'est passé. L'Espagne a nettement dominé le milieu de terrain. Mais ce qui a surpris presque tout le monde, c'est qu'on a vu un peu au match d'ouverture entre l'Espagne, les deux équipes se sont affrontées au premier match de poule où ils ont partagé la pointe en deux, un but partout. C'est l'Italie qui menait, l'Espagne est revenue de justesse à la marque pour égaliser. Et en finale, on a cru qu'on allait avoir affaire à une grande opposition, une opposition très serrée quand on connaît le catenaccio italien. Et vraiment, ça a été un score fleuve de 4-0. Et ce score-là, est-ce que ça reflète la physionomie de ce match? Oui et non. Bon, pour ceux qui connaissent l'Espagne, on doit savoir que l'Espagne commence toutes les compétitions un peu timidement. Pour vous rafraîchir la mémoire, même en 2010, en Afrique du Sud, pendant la Coupe du Monde, l'Espagne a perdu son premier match face à une équipe qui était donnée un peu comme victime résignée. Mais l'Espagne a pris une défaite. Donc elle commence les compétitions timidement. 1-1. C'est ce qui a mis l'Italie en confiance en fait en finale. Et l'Espagne est venue pour éviter les erreurs du premier match. L'Espagne a cherché d'entrée de jeu à établir sa supériorité numérique. Ils ont réussi à marquer le premier but à la 14e minute. Et l'Italie... Ce qui a été le déclic. Le déclic. L'Italie a oublié qu'elle avait affaire à l'Espagne. Donc l'Italie s'est mise à l'attaque pour chercher à égaliser. Et il ne faut pas se découvrir parce que l'Espagne... Est-ce que ce n'est pas la sortie du défenseur italien, comment dirais-je, Chiellini qui est sorti, et ce n'est pas ce qui a désamorcé un peu, ça a déséquilibré un peu un temps soit peu cette équipe italienne? C'est pourquoi j'ai dit oui et non, parce que ça a été aussi un jour de malchance pour l'Italie. La sortie de Chiellini a faussé toutes les données. Ça a faussé toute la tactique de Prandelli parce qu'il ne s'attendait pas à une blessure du côté défensif. Il était toujours, je voulais utiliser le mot anglais à la place, mais il était toujours concentré sur les remplacements. Il voulait se baser sur, comment il s'appelle, Balotelli qui va se fatiguer, ou Cassano se fatigue pour faire entrer Di Natale, mais c'est la défense qui se blesse. Donc ça a faussé un peu les données de Prandelli. Quand vous regardez un peu le parcours de cette équipe espagnole qui a commencé un peu timidement et qui a terminé en force, est-ce qu'à un moment vous avez cru que cette équipe espagnole pouvait remporter ce tournoi-là, vu un peu sa montée en puissance? Oui.
Oui, quelque part. Mais quand le match contre le Portugal est allé au penalty, là, ça se joue sur un coup de dé. Ils ont eu la chance, ils sont passés. Et à partir de là, j'ai dit que personne ne pouvait plus les stopper. Yes. Ben, on revient un peu sur cette demi-finale là, qui vraiment a fait couler beaucoup d'encre de salive. Bon, d'aucuns accusent un peu Cristiano Ronaldo qui pouvait quand même placer l'estocade à cette équipe espagnole, mais qui n'a pas donné satisfaction, ou bien je ne sais pas s'il était crispé face à ses coéquipiers d'Espagnols. Ouais, non, il n'était pas crispé. Je pense qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Et il a été aussi malchanceux quelque part. Il n'a pas pu concrétiser les actions qui se sont présentées à lui. L'arbitre aussi a refusé une action où Nani partait vers le but. Il a sifflé un coup franc alors qu'il pouvait laisser l'avantage. Donc, quelque part, un peu, c'est la malchance qui a joué là contre le Portugal. Donc, pour vous, ce match a été le match le plus difficile de l'Espagne? Le match le plus difficile parce que c'est un peu des pays latins. Ils ont un peu le même type de jeu, à savoir petite balle au milieu du terrain. Et ce sont ces équipes qui fatiguent l'Espagne. Portugal, Uruguay, voilà, Paraguay, voilà des équipes qui fatiguent un peu l'Espagne. Mais on avait à un moment cru que l'équipe de France pouvait arrêter cette équipe espagnole-là, mais la France est passée à côté de son sujet. La France a été la déception, une des grandes déceptions de ce tournoi, mais la France a toujours des problèmes internes. Depuis la Coupe 2010 en Afrique du Sud, je pense que les Français ne sont pas encore sortis de l'auberge. Ils ont beaucoup à faire. Mais avec la déception de la démission, si on veut voir, de Laurent Blanc, est-ce que ce n'est pas une grosse déception? Pourtant, il avait commencé un bon travail, qualifié cette équipe, envoyé cette équipe en quart de finale. Et on voit aujourd'hui ce monsieur, quand même, qui a été grand défenseur, qui a remporté la Coupe du Monde avec la France, démissionné. Oui. Et ce n'est pas un grand coup pour cette équipe française? Diriger des hommes est différent. Il a été un grand joueur, il a réussi, il a une carrière très bien remplie, mais diriger un groupe est différent. Et quelque part, Laurent Blanc, dans son fort intérieur, sait qu'il a échoué. Voilà, il n'a jamais pu ramener la cohésion de cette équipe de France. Après la débâcle, comment il est venu, après 2010, voilà, et comment il est parti, il n'a jamais réussi. Et il y avait toujours des problèmes. Evra, qui est le meilleur défenseur à Manchester, voilà, on n'a jamais vu Nasri, et encore beaucoup d'autres problèmes. Donc la France a beaucoup de problèmes internes. Et elle a été victime de cela. Mais d'aucuns parlent de l'arrivée de comment dirais-je, Didier Deschamps. Didier Deschamps pour remettre la France sur les rails. Vous pensez que Didier Deschamps, qui a fait de bons résultats au niveau des clubs français, surtout même à Monaco, à Marseille, peut quand même amener cette équipe française là, qui en son sein a de très bons joueurs, peut relancer cette équipe française là pour la Coupe du Monde 2014 qui pointe du bout du nez déjà? Ouais. Donc Didier Deschamps, pour le moment, c'est le pompier. On peut dire que c'est l'homme du moment. Donc tout ce qui nous reste, c'est de lui souhaiter bonne chance. Et on pense qu'à travers son parcours, comme vous venez de le dire, vraiment il a de fortes chances de réussir et de remettre cette équipe sur les rails. Oui, en abordant toujours dans le même cadre de cette Coupe d'Europe là, vous avez parlé de la France qui a été une déception. Vous pouvez parler aussi de d'autres déceptions. Quelles sont les équipes qui vous ont vraiment déçu dans cette Coupe d'Europe? Si on veut parler en termes de bilan de cette Coupe d'Europe. Je pense que la France a été une déception, mais la plus grosse déception est la Hollande. On attendait la Hollande. Le finaliste malheureux de la Coupe du Monde. Avec des joueurs que vous savez, Robby van Persie, Schneider, qui encore, Van der Vaart, Antela. Voilà, tout le monde attendait. Voilà, même Hollande, Allemagne, on s'attendait à un match épique, un match choc. Voilà, mais voilà, les classiques pour nous qui avons vu, nous qui avons eu la chance de voir Gullit jouer contre, comment on appelle, Gullit et Van Basten jouer contre Voller. Comment s'appellent les autres Allemands? Voilà, Klinsmann. Voilà, on s'attendait à un match épique, un duel. Mais la Hollande a démissionné. Première défaite comme le Danemark. On est là, on dit, ah ok, peut-être que c'est un faux pas. Mais la Hollande ne s'est jamais réveillée. Encore une fois, c'était des problèmes internes. Et l'entraîneur n'a pas pu aussi maintenir la cohésion du groupe. Chacun essayait de jouer sa partition. Voilà, chaque star, des caprices des stars. Et je pense que c'est ce qui a fait couler. On revient un peu sur un détail dont vous avez souligné tout à l'heure en tant que spécialiste. Vous parlez de problèmes internes dans ces équipes-là. Oui. Vu l'esprit professionnalisme de ces grandes équipes européennes-là, entendre encore qu'il y a des problèmes internes entre les joueurs, vraiment c'est surprenant. Oui, pas forcément entre les joueurs. Souvent, c'est l'entraîneur qui doit établir cette cohésion. L'entraîneur doit jouer son rôle de leader, répartir les rôles, distribuer ce que chacun doit faire sur le terrain. Mais c'est des joueurs qui sont jeunes. Ils sont comme vous et nous.
de la manière l'Espagne reste en bloc, même sur le terrain, on ne sent pas qui est le véritable patron de l'équipe d'Espagne. Pourquoi elle gagne? Il y a le respect du pays, le respect. Chaque joueur se respecte et puis on respecte l'autre. Est-ce que tu vois? On accepte les différences. Mais on a vu souvent sur des balles des discussions entre, comment on appelle, Van Persie et Schneider. Quand tu vois une équipe en train de se bouder, des joueurs qui se boudent au sein d'une même équipe, devant les caméras, voilà, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est compris. Mais l'équipe espagnole, on a cru à un moment avec cette rivalité Barcelone et Real de Madrid, on a cru qu'il allait avoir peut-être des petits problèmes, mais pourquoi pas ça? On a senti une grande solidarité dans cette équipe espagnole, une grande cohésion, vu que l'équipe nationale aurait dû être à 50% barcelonaise, mais il y a au moins quelques éléments aussi du Real de Madrid. On peut dire que le Real et le Barcelone, et l'équipe de Barcelone constituent au moins à 80% le statut de cette équipe espagnole là. Et s'il n'y a pas de problème, c'est étonnant. C'est étonnant. L'Espagne a remporté la première Coupe d'Europe avec un différent entraîneur. Del Bosque est venu après la Coupe d'Europe qu'ils ont remportée. C'est Luis Aragonés qui avait remporté cette première Coupe d'Europe en 2008. Del Bosque les amène en Coupe du Monde. Ils remportent la Coupe du Monde. Ça a été une continuité. Avec les mêmes éléments. En parlant comme des mathématiciens, un prolongement par continuité. Le même gars revient. L'Espagne remporte la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe pour la seconde fois et dans l'histoire en même temps. Donc, il y a un sens patriotique chez les joueurs espagnols. Quand il s'agit de l'équipe nationale d'Espagne, on laisse la rivalité Real Madrid-Barcelone. On joue pour le pays. Et chaque joueur, on peut le dire, est joueur de sélection aussi. Les Xabi Alonso se mettent, puisque le milieu est catalan, à 80%. Vous avez Sergio Busquets, Iniesta, comment il s'appelle, Xavi Alonso, Xavi. Xabi Alonso vient du Real Madrid et s'adapte carrément au jeu. Et je vous rappelle que ce monsieur-là a joué en Angleterre, il s'est adapté au jeu de Liverpool. Ils ont même gagné la Coupe d'Europe, le club champion là-bas. Donc le mettre dans le registre de Barcelone avec les Fabregas et encore David Silva, qui a permis à notre confrère Yaya Touré à Manchester City de ne pas être dépaysé du jeu espagnol quand il a quitté Barcelone. Voilà. Donc c'est des joueurs, le sens patriotique, quand il s'agit de la nation, on laisse tout problème personnel, on laisse tout problème de club et on se concentre, voilà, sur le succès de la nation. Et c'est ce que les joueurs espagnols réussissent à faire. Je pense que c'était une belle analyse de la part de nos spécialistes. Mais à travers cette Coupe d'Europe, on a enregistré Iniesta qui a été meilleur joueur à 28 ans de cette Coupe d'Europe. Et ce garçon, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle consécration pour ce garçon qui, depuis fort longtemps, tout le monde reconnaissait ce talent, mais ce talent était éclaboussé par un certain Lionel Messi. Et aujourd'hui, tout le monde entier reconnaît ce talent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette consécration pour ce jeune garçon de 28 ans? C'est une consécration totalement méritée. Xavi ou Iniesta, on choisit l'un des deux. Voilà. Mais Iniesta, il faut le dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il va au challenge. Comme on le dit chez nous, il va au charbon. Pourtant, c'est lui qui avait donné même cette Coupe du Monde à l'Espagne. Le dernier but victorieux face à l'Allemagne. Face à la Hollande, en Afrique du Sud. Effectivement. Voilà. Iniesta n'a pas peur. Il dribble quand il le faut. On lui fait des fautes, mais il revient toujours au challenge. Il ne se laisse pas impressionner par les défenseurs. Il joue son va-tout. Je pense qu'il joue avec le cœur. Et il donne tout ce qu'il peut pour la victoire de son pays. Et l'Espagne a été choisie comme la meilleure équipe de cette Coupe d'Europe, c'était tout à fait normal. Oui, je pense que c'est tout à fait mérité. L'Espagne a 10 joueurs dans les 23 majeurs. C'est tout à fait mérité aussi. Mais au cours de cette Coupe d'Europe, on a senti une petite innovation avec l'arbitrage à 5. Quel mot vous pouvez dire un peu sur ça? Est-ce que ça a été bon ou mauvais? Est-ce que ça a donné le résultat escompté? Bon, je peux dire non, parce que l'arbitrage à 5, les arbitres qui sont derrière le poteau sont supposés comment on appelle, régler les litiges. Voilà, excusez-moi des termes, parce que l'anglais, j'ai envie de mettre certains mots anglais dedans, mais comme nous sommes américains, mais voilà. Tout à fait normal. Voilà. Donc, ils sont là pour régler les buts litigieux ou les non-buts litigieux. Voilà. Mais malgré l'arbitrage à 5, on a vu un match
C'était Ukraine. Oui. Ukraine. Angleterre contre l'Ukraine. Voilà. Le match. Le but. Voilà. Le but le but ukrainien que voilà. le défenseur John Terry a enlevé de justesse, mais qui avait déjà traversé la ligne. Et les deux arbitres n'ont pas pu régler le litige, voilà, qui se présentait là. Donc, je pense qu'il faudra, comme ils vont l'expérimenter en 2014, voilà, goal line technology, comme ils vont le faire en football. Voilà, ils vont mettre des caméras et maintenant l'arbitre central, on pourra arrêter le jeu, pourra aller voir une caméra et voir si la balle a effectivement traversé le but, traversé la ligne de but. Et à partir de là, je ne sais pas ce que la FIFA va décider. Est-ce que ça va d'inconvénient sur le jeu, ça ne va pas retarder un peu, ça va pas casser un peu les ardeurs des athlètes. C'est ce qui cette méthode de vidéo qui veulent l'incorporer un peu, parce que l'arbitrage à 5 au moins c'était pour être un peu plus vigilant sur les cas litigieux. Maintenant on veut incorporer encore la vidéo. Est-ce que ça va pas retarder, ça va pas enlever un peu ce petit côté là, ce petit piment, comme on le dit dans le jargon ivoirien? Ouais, parce qu'ils ont constaté qu'avec cette Coupe d'Europe, l'arbitrage à 5 aussi a ses limites. Donc, ils vont aller avec le goal line technology. On ne sait pas, la FIFA n'a pas encore tout défini. Est-ce qu'ils vont arrêter le jeu comme le football américain et puis essayer de voir comment on challenge en football américain quand l'autre équipe n'est pas contente d'une décision de l'arbitre? Je pense que la FIFA n'a pas encore défini totalement toutes les règles. On va voir avec l'expérience en 2014. Je pense que c'est en Angleterre que ça va commencer. Et puis aux Jeux Olympiques de 2012, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on va avoir de plus d'informations avant les Jeux Olympiques. Donc, voilà. Ok, donc pour terminer un peu sur ce bilan, j'aimerais revenir un peu sur un match qui s'est joué en demi-finale entre l'Italie et, comment dirais-je, le Portugal. Non, l'Italie et l'Allemagne. On a cru que cette équipe allemande, qui était l'une des favorites, allait arrêter cette équipe italienne là. Mais la tradition a été respectée entre ces deux équipes là. On a toujours dit que l'Italie est la bête noire de l'Allemagne. Je pense que cette fois-ci là, ça a été confirmé avec au moment où on s'attendait le moins. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Je pense qu'il y a eu la résurrection de Pirlo. Pirlo a été la différence pendant la demi-finale. Pirlo, Milan AC, 2006. L'Allemagne a organisé la Coupe du Monde en 2006. 2006, Pirlo était encore dans le milieu. Ils ont éliminé l'Allemagne en Allemagne. 2-0. Avec ce but de Fabio Grosso et de Del Piero. Del Piero. Je me rappelle bien en 2006. Voilà. Donc Pirlo est revenu à son meilleur niveau après une longue absence sur le terrain quand il était encore au Milan AC. La Juventus est venue avec un contrat. Nous sommes intéressés à quelqu'un qui a 33 ans. Les gens du Milan disent, il a 33 ans, nous on a besoin des jeunes. Si vous voulez, vous le prenez. La Juventus a été championne d'Italie avec 0 défaite. 90% des buts, les passes viennent de Pirlo, Andrea Pirlo. Pirlo, pendant la Coupe d'Europe, a été l'artisan de la victoire de l'Italie face à l'Allemagne. C'est lui qui transmet, il a la courroie de transmission. Transmet la balle à Cassano, Cassano cherche Balotelli, but. Et Balotelli, vraiment, on n'a rien compris, qui a fait une belle demi-finale. Il a sombré en finale. Et discipliné d'ailleurs. Donc, j'attendais le bad Balotelli, le bad boy, mais il a été discipliné. À part l'incident où, après le but, il a enlevé son maillot pour prendre un carton jaune. Mais je pense qu'il a montré que... C'est un garçon très intéressant quand même, qui amuse un peu. C'est un grand avant-centre. Voilà. Et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. S'il reste discipliné, voilà, je pense que... Il est en train de faire une belle carrière. Une belle carrière. Manchester City, il a été champion d'Angleterre. On lui souhaite bonne chance. Bonne chance, voilà. Mais la discipline compte beaucoup pour sa réussite. Ok, donc je pense que en long et en large, on a essayé de revenir un peu cette Coupe d'Europe qui a vu le sacre de l'Espagne. Et maintenant, place est maintenant à la prochaine Coupe du Monde en 2014. Au Brésil. On ne sait pas qui pourra arrêter cette équipe espagnole. C'est la grosse question, c'est le gros point d'interrogation. Qui pourra arrêter l'Espagne? Après avoir remporté 2 Coupes d'Europe, une Coupe du Monde, est-ce que l'Espagne pourra récidiver encore en 2014 avant qu'on ne termine un peu ce chapitre-là sur le football européen? Je pense que l'Espagne est bien placée encore pour remporter la Coupe du Monde 2014. Quand on regarde la moyenne d'âge qui est aussi entre 26 et 28 ans. Elle est très bien placée. Si elle continue avec le même style de jeu, je pense que les autres équipes seront obligées aussi de suivre. Voilà. Le Brésil reste le Brésil. Ils sont en train de regarder aujourd'hui toutes les erreurs qu'ils ont faites. Le Brésil ne ressemble plus au Brésil de 1982, des Socrates, des Zico.
des Alemao. Ils sont en train de chercher une nouvelle génération. Une nouvelle génération de joueurs. Mais est-ce que c'est pas trop tôt, cette nouvelle génération? Est-ce qu'elle pourra tenir devant elle est jeune. Elle est en train chevronnée, expérimentée européenne que nous avons? Elle est jeune, mais elle se prépare. Il y a l'Argentine qui est en train de se retrouver aussi petit à petit. Mais toujours, il faut le dire, l'Espagne reste quand même au-dessus du lot. Donc, vous pensez que cette équipe espagnole-là pourrait être freinée par les Sud-Américains? Oui et non, parce que c'est le football. Mais sur le papier, l'Espagne reste le meilleur favori pour remporter la Coupe du Monde 2014. Merci pour cette belle analyse. Donc, nous allons refermer un peu ce chapitre européen pour rapidement parler d'une autre finale, mais qui s'est jouée au niveau des États-Unis, la finale de la NBA, où il y a LeBron James qui était l'un des meilleurs joueurs, un des meilleurs basketteurs de la NBA, qui tardait à avoir son titre majeur, et cette année c'est fait. Il vient de remporter son premier titre majeur au niveau de la NBA. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce garçon qui vraiment, tout le monde reconnaissait son talent, mais il lui manquait un titre quand même pour valoriser un peu ce talent? Je pense que il a juste répondu aux critiques. Voilà, il y avait beaucoup de critiques. Voilà, est-ce qu'arrivé dans les matchs de finale, il peut donner la performance qu'il faut, comme les champions comme Michael Jordan, comme Kobe, qui ont déjà des rings, comme on le dit. Voilà. Donc, avec les critiques, même après une défaite, c'est le gars qui a écouté. On dit, ah mais tu n'arrives pas, même au 4e quarter, au 4th quarter, comme on le dit, ça ne va plus chez toi. Voilà. Mais il a comme on le dit en anglais, il a silence les critiques. Il a essayé de faire taire tous ceux qui pensaient du mal de lui. Il a donné le meilleur de lui-même. Et puis aussi, il faut reconnaître, avec des coéquipiers exemplaires, comme comment on appelle Boss, et comment il s'appelle Wade. Voilà, qui lui ont apporté beaucoup d'aide. Et ils ont réussi à battre une des équipes aussi talentueuses. OKC, Oklahoma City Thunder. Avec un certain Kevin Durant, Westbrook. Vraiment, qui sont des très bons basketteurs, qui sont même dans l'équipe olympique. Les États-Unis, ça peut dire que nous aurons encore de très bons matchs de basketball. Très bons matchs, comme on a vu dans le temps avec Michael Jordan et Karl Malone. Donc on aura des duels à venir bientôt. Donc ça constitue encore une autre dream team pour les États-Unis. Effectivement. Ok. Donc je pense qu'on va refermer un peu ce chapitre international pour plonger rapidement dans le chapitre national, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, où la Super Division vient de commencer avec certains résultats tels que l'USC Bassam qui a fait un but partout avec la SEC, le Stella qui a été surpris par l'AFAD. L'AFAD, c'est une nouvelle équipe qui est dirigée par notre frère Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, c'est-à-dire l'Académie de football Amadou Diallo de Djekanou. Et la JCA, elle, de son côté, a battu le CE 2-0. Ça veut dire qu'actuellement, après la première journée, nous avons la JCA qui est en tête, suivie de l'AFAD, troisième la SEC Mimosa, troisième Bassam et ASEC qui sont au coude à coude. Et puis bon, il y a le Stella et la JCA le CE qui ferment la marche. Donc sur le plan national, je pense que nous avons aussi la Coupe nationale qui va débuter bientôt avec un choc Stella JCA. Nous devons jouer ça. Cette opposition devait se passer aujourd'hui, mais malheureusement nous n'avons pas le résultat entre la JCA et le Stella. En deuxième opposition, on avait Bafing, IS Bafing de Touba contre la SOA, Boaké FC jouait contre la SEC et l'AS Ourogayo jouait contre le CV Sport de San Pedro. Et la finale est prévue pour le 6 août. Les demi-finales sont également prévues pour ça c'est le 21 juillet, ils vont se jouer les demi-finales. Donc ça c'est un peu sur le plan national. Et sans oublier aussi que sur le plan national, nous avons notre sœur Mireille Aouré qui fait toujours des merveilles, donne un peu de la joie aux Ivoiriens parce qu'elle vient de remporter son 5e tournoi d'affilée avec 5 médailles d'or au niveau des 200 mètres en salle. Ça veut dire que on peut avoir des médailles d'or au niveau des Jeux Olympiques. Les espoirs de médailles aux Jeux Olympiques. Aux prochains Jeux Olympiques. Et au cours de cette émission, je l'avais annoncé tantôt que nous avons notre invité qui est le premier responsable de cette équipe ivoirienne et nous allons lui poser la question: comment se porte cette équipe ivoirienne actuellement au niveau de New York? Oui, l'équipe ivoirienne, elle se porte bien. Ben, comme toute nouvelle entreprise,
on se heurte à des difficultés. Donc, ce sont ces difficultés que nous traversons, ce qui est bien d'ailleurs. Bon, nous sommes là depuis 2 ans. Ouais. Donc, les obstacles que nous rencontrons, nous essayons de prendre du recul, réfléchir, comment trouver des solutions pour essayer de surmonter ces obstacles. Donc, nous sommes à un point où nous allons mettre une cellule de réflexion pour essayer de voir sur quel pied nous allons répartir. Voilà, pour l'équipe ivoirienne, à savoir la répartition des rôles. Voilà. Et puis, vous avez un appel à lancer un peu à cette communauté ivoirienne pour soutenir un peu cette équipe-là. Quel appel vous leur lancez pour qu'ils puissent savoir qu'il y a une équipe ivoirienne qui existe et elle a besoin de soutien? Bon, nous avons besoin d'aide. Voilà, nous avons besoin du matériel humain, voilà, du matériel technique. Voilà, et nous avons un problème de terrain, comme on le dit. Le Sénégal s'entraîne, mais notre équipe on n'a pas de terrain fixe pour que les enfants puissent s'entraîner et pour qu'ils soient compétitifs pour les différentes compétitions, et ça se voit. On a le petit terrain où on a la permission de nous les doyens de s'entraîner à la 120e sur Parc Avenue, mais ce n'est pas un terrain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de grands poteaux. Un terrain adéquat qui peut permettre de mettre une équipe en place pour des compétitions officielles, comme ça s'organise. Voilà. Donc, on a un problème de terrain. Mais en 2 ans, quels sont les résultats que cette équipe-là a pu enregistrer quand même à votre niveau? En tant que premier responsable, quels sont les résultats que vous avez pu enregistrer? Bon, les résultats sur le terrain, il faut le dire, c'est décevant. Nous avons perdu en finale l'année passée face au Sénégal, 3-1. Et je pense que Ivoire TV.net était là pour témoigner de l'événement. Et cette année, on a été éliminé encore au premier tour d'un tournoi dont on est venu. Mais le résultat ne compte pas pour le moment. Nous sommes en train de faire un travail, de mettre une structure en place. Donc ces résultats-là ne sont pas ceux qui vont nous freiner. Ce sont des résultats décevants sur le point de vue résultat, mais ce n'est en rien, ce n'est que le début pour nous. Et donc ça nous fait connaître nos lacunes. Donc nous allons travailler en ce sens-là pour essayer de combler ces lacunes-là. Et il y a une information majeure que je voulais faire passer rapidement dans les scopes. Avant de terminer cette émission, retenez que notre frère Salomon Kalou a quitté finalement Chelsea pour signer un contrat de 4 ans avec l'équipe de Lille au niveau de la France. Et Salomon qui quitte le haut niveau pour se retrouver un peu à un niveau un peu inférieur. Bon, le championnat de France, c'est bon à prendre. Mais est-ce que vous pensez que Salomon pouvait quand même rester en Angleterre encore vu son talent? Non. Voilà, je pense que la sortie de Mourinho a joué beaucoup sur le moral de Salomon. Et pourquoi pas aussi le départ de Didier Drogba, quand même un grand frère, un conseiller quand même qui soutenait. Le départ de Didier Drogba, je pense que là, ça a été, comme on appelle, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et puis, il a été, comme on appelle, relâché par l'équipe. Même pas une proposition de contrat, non. Il a été, comme on le dit, release, comme on le dit. Il a été release. Voilà. Comme on dit bien en basket, il était devenu un free agent. Donc, il a signé à Lille. Et Lille, d'ailleurs, le champion de France, bon, je pense que c'était le Paris Saint-Germain. Non, le Paris Saint-Germain n'a pas été champion. Je pense que c'est Lille. Lille est champion de France. Excusez-moi, on ne suivait plus le championnat de France de très près, mais je pense que c'est Lille qui est champion d'Europe. Donc, et il sera quand même dans la Champions League l'année prochaine. Voilà. Et je pense que sa carrière, quand même, le fait de jouer la Champions League toujours, il sera toujours compétitif et il sera aussi disponible pour nous, pour les éléphants. Voilà. À la dernière minute, j'aimerais donner des informations au niveau du tennis. Il y a Serena Williams qui vient de remporter le tournoi de Wimbledon, et du côté des hommes, nous avons Roger Federer qui vient de remporter son 17e titre au niveau des hommes du Grand Chelem. Donc voilà un peu les dernières informations au niveau de votre rubrique du sport et du sport diapason. On a été très heureux de vous recevoir, M. Ibrahim Koné. Merci, M. Loma. Spécialiste. Les analyses ont été quand même très pointues. J'espère que j'ai été à la hauteur. Non, je pense que pour tous ceux qui nous ont suivis savent qu'on avait affaire à un spécialiste aujourd'hui qui a donné de belles analyses, qui a donné de bons commentaires. Vraiment, on a été très heureux. Ce serait un grand plaisir de vous retrouver encore dans d'autres numéros de Sport Diapason pour pouvoir échanger, partager les moments du sport avec vous. Donc, vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de quoi, Ibrahim. Voilà, sans plus tarder, je pense que nous allons refermer la page de ce numéro de Sport Diapason de ce soir. Merci, très chers amis d'Ivoire TV, chers internautes de nous avoir suivis. Merci et je vous souhaite bonne soirée.
Et on se retrouve dans 2 semaines si Dieu le veut. Allez, bye bye. Un peu de coucou à tout le monde. Bye bye. Bye.